Bonjour à tous, c'est Grégoire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de fiscalité immobilière. J'ai pas mal de questions sur le sujet donc je vais essayer d'y répondre. Euh, voilà, c'est super important si vous voulez investir dans l'immobilier de connaître la fiscalité parce que vous allez voir plus loin, on peut perdre ou gagner de l'argent en immobilier donc c'est très important suivant les choix qu'on fait. Donc restez bien jusqu'au bout, vous allez en savoir beaucoup plus, vous serez vraiment paré après pour investir. Donc déjà, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez gagner un petit peu d'argent avec l'immobilier, ce qui est normal. Vous voulez soit préparer votre retraite, ou soit c'est des placements que vous voulez faire. Donc c'est tout à fait normal. Donc déjà, fixez-vous un cap, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs. Combien, quand, est-ce que ce sera un complément de salaire, est-ce que c'est plutôt un placement patrimonial. Donc posez-vous toutes ces questions avant d'investir. Fixez-vous un cap précis. Essayez voilà, de réfléchir par secteur, essayez vraiment d'être précis dans ce que dans votre recherche et par rapport au mode que vous voulez appliquer sur vos biens. Donc ça c'est super important. Ensuite, souvent on parle de SCI, le mythe de la SCI qui permet de payer moins d'impôts. Alors bon, vous allez le voir plus bas, ça dépend de la stratégie qu'on met autour. Mais la SCI en elle-même, non, ça ne permet pas de payer moins d'impôts, quoi. Donc ça revient tout le temps, dès qu'on commence à parler d'IMO, on parle de SCI. Bon, il n'y a pas que la SCI dans la vie, surtout que ceux qui veulent investir en général, si vous êtes plutôt jeune, bon, la SCI c'est un outil de transmission, vous avez le temps de voir venir. Donc la SCI, pas forcément dès le début, c'est pas forcément très utile. On va parler de différence entre taxes, traitement fiscal, traitement social. Donc la taxe foncière et taxe d'habitation. Taxe foncière c'est pour le propriétaire, c'est payé par le propriétaire, et taxe d'habitation c'est payé par le locataire. Ou si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous êtes aussi redevable de taxe d'habitation. Sachant que la taxe d'habitation, en location courte durée, si c'est un bien qui est destiné que à la location courte durée, logiquement vous ne devez pas la payer. Donc bon, tout ça il faut se renseigner. La CFE en LMNP, donc ça c'est une autre taxe encore qui viendra s'ajouter sur le loueur meublé non professionnel. Dès qu'on a un SIRET, de toute façon, on la paye, la CFE, qu'on soit en micro, qu'on soit en société, qu'on soit en LMNP, on paye de la CFE. Traitement fiscal, impôt sur le revenu à la fameuse TMI, on va en parler plus bas. Alors, traitement social, ensuite, c'est tout ce qui est CSG, CRDS. Alors, je vous passe la signification. Grosso modo, c'est voilà, c'est des taxes encore supplémentaires que l'État vient prélever sur nos investissements. Donc il y a moyen de l'éviter, on va le voir plus bas. Pour rappel, le livret A est à 0,5 et l'inflation est à 1,1 en 2019 en France. C'est-à-dire que l'argent qui dort sur votre livret A ne rapporte rien, même vous perdez de l'argent à laisser votre argent sur un livret A. Donc ça, pensez-y, hein, c'est très important. Précision, j'ai rien à vendre. Vous économisez d'office 1997 €, donc mettez déjà un pouce en bas de la vidéo, ça me fera très plaisir. Ça me motivera à vous en faire d'autres. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider vraiment pour investir en immobilier. Donc je le rappelle, fixez-vous des objectifs précis avant de démarrer parce que c'est super important. Donc après on attaque, investir en nom propre. Donc petit rappel sur ce qu'est une TMI, une tranche marginale d'imposition. C'est un traitement fiscal sur votre impôt sur le revenu. Donc si on est marié, on a 2 parts, si on est célibataire, on a 1 part, si on a des enfants, c'est 0,5 et c'est calculé en bas de la fiche de paye hors prime pamier. Donc c'est calculé sur une année en salaire net. Donc il y a un abattement de 10% sur les frais réels qui est appliqué à votre salaire net, et après ça rentre dans les barèmes. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour regarder un peu comment ça se passe, mais ça se passe comme ça. Par exemple, là, si on prend un célibataire qui gagne 1800 € net par mois, il gagne 19 440 € par an. Donc ça veut dire qu'il est dans la tranche marginale des 11%, et du coup il va se retrouver à payer 1000 € d'impôts par an, soit à peu près 86 € par mois d'impôts environ. Donc après j'ai fait pareil pour un couple, donc vous ferez pause, hein, vous regarderez un peu pour voir un petit peu les calculs. Donc on voit clairement que lorsqu'on est en couple, on paye quand même vachement moins d'impôts, quoi. Donc là le couple il paye que 40 € d'impôts par mois alors qu'ils sont à 4000 €, alors que notre célibataire il a 1008 et il paye 90 €. Donc on voit que être marié ou être pacsé, ça a quand même un impact sur la fiscalité, quoi. Donc ensuite l'impact sur nos locations. Les revenus locatifs se cumulent avec vos revenus de salaire ou de pension. Donc tout ce qui est armée, retraite, ça se cumule avec votre pension.
Exemple d'immobilier à la tonton Didier, donc c'est exemple de quelqu'un qui connaît rien, qui achète de l'immobilier pour acheter de l'immobilier, qui achète ça à vue, qui se forme pas du tout en fiscalité, et vous allez voir, ça va piquer dur. Donc c'est quelqu'un qui achète 3 immeubles, 12 lots, tout est loué, il n'y a pas de travaux, il a 5 400 € par mois de revenus locatifs, il est célibataire, il gagne 1 800 € net par mois, donc il se retrouve avec son salaire plus ses revenus locatifs, ils se retrouvent à 84 000 € de base imposable, donc ça commence à être beaucoup. Donc c'est traité comme suit. La tranche 1, donc il y a 0 impôt, donc je rappelle, la tranche c'est là de 0 à 10 000, donc là on paye 0, et après à partir de 10 000 à 25 000 on paye 11, et de 25 000 à 73 000 on paye 30%. Donc ce qui se passe, c'est que notre ami, il va se retrouver à payer pas mal d'impôts suivant les tranches qu'il a. Donc là, vous voyez, par exemple, 84 000, c'est-à-dire qu'il va payer des impôts jusqu'à la tranche 4, quoi, jusqu'à 41% d'impôts. Donc là, vous voyez que ça, vous allez voir, ça fait très très mal. Donc il se retrouve à payer aussi de la CSG 17,2% sur 84 000 €. Et donc il se retrouve avec ça comme impôt sur une année. Vous voyez que c'est quand même, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il se retrouve à payer pratiquement 3 000 € d'impôts par mois pour 5 000 € de 400 de loyer encaissé, donc c'est vraiment considérable. Si on compte en plus qu'il a investi, donc en prenant un crédit sur 20 ans, donc admettons qu'il ait investi 600 000 €, donc il a bien acheté, il tourne aux alentours de un peu plus de 10% de rentabilité sur ses projets, il s'est bien débrouillé pour acheter convenablement, mais il se retrouve dès la deuxième année complètement pris au piège, on appelle ça le cash squeeze, c'est-à-dire la tenaille fiscale, parce qu'il va se retrouver à payer 3 000 € d'impôts par mois, 3 000 € de crédit, et je compte pas les taxes, les imprévus, les impayés, les charges de copro, les éventuels travaux. Enfin, vous voyez que à la fin du mois, il reste rien. Donc il a investi tout ça, il fait des efforts, mais à la fin, il reste rien. Donc ça, c'est une très très mauvaise stratégie. Donc ça s'appelle le cash squeeze. Il faut faire super attention à ça. C'est la tenaille fiscale quand on est en nom propre, qu'on est en nu, qu'il n'y a pas de travaux. Là, ça pique dur. Hein. Donc là, je l'ai mis, l'enthousiasme et la fierté de la première année sont remplacés par les larmes de sang de la deuxième. Hein. Attention, danger. Hein. Donc ensuite, il y a en location nue, il y a le microfoncier. Donc là, c'est l'immobilier à la tonton Didier. Typiquement, c'est les boomers de votre famille, là, au repas de famille le dimanche, qui doivent vous parler d'immobilier. Ils investissent quasiment tous en microfoncier. Donc c'est 15 000 € maximum par an. Il y a un abattement de 30% et ensuite c'est cumulé à votre TMI et vous payez la CSG par-dessus. C'est typiquement quand vous avez un héritage d'un appartement sans travaux, à la mer ou à la montagne, typiquement, voilà, vous l'avez depuis X années, vous en héritez, et du coup là vous allez faire du microfoncier, quoi. Vous investissez des fonds que vous avez hérités, ou vous héritez d'une grosse somme d'argent, ou vous vendez un bien, ou ainsi de suite. Voilà, vous pouvez faire du microfoncier. Au-delà de 15 000 €, on bascule automatiquement au réel. C'est un statut sans grand intérêt si vous êtes un peu ambitieux. Pour la simple et bonne raison, c'est que 15 000 € par an, au bout de 2 appartements, 3 appartements, vous êtes déjà au taquet, quoi, du plafond. Donc vous pouvez pas aller plus loin. Ensuite, vous avez la location nue au réel. Donc là, à partir de là, ça devient intéressant parce qu'on peut commencer à déduire des travaux. Donc si vous achetez un bien, vous faites des travaux dessus, vous êtes engagé pendant 3 ans jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, quoi. Donc si vous investissez par exemple en février, vous êtes propriétaire en février ou en mars, au bout de 3 ans, il faudra attendre en décembre de l'année d'après pour pouvoir vendre le bien. Donc sinon c'est redressement, attention à ça. Donc il y a pas mal de charges déductibles, intérêts d'emprunt, la PNO, charges de copro, taxes foncières, les frais d'agence, etc. La première année, vous avez 10 700 € qui viennent s'amputer directement sur vos impôts sur le revenu. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça concerne que les travaux d'amélioration. Pas de construction, pas d'agrandissement, pas de création d'appart sous comble, pas de déduction de division d'appartement. Donc vous voyez que c'est un peu limité. Il y a moins de charges déductibles que le meublé. Il n'y a pas d'amortissement. Vous allez voir que les amortissements, quand on va parler du meublé dans une prochaine vidéo, vous allez voir que les amortissements, ça fait vraiment une grosse différence sur la fiscalité. Alors après, c'est une fuite en avant, parce que vous devez forcément faire des travaux en permanence pour continuer à creuser le déficit et du coup pas payer d'impôts. Mais au bout d'un moment, si vous arrêtez de faire des impôts, le déficit s'arrête, et du coup, vous vous retrouvez dans le cas juste au-dessus, c'est-à-dire la fameuse tenaille fiscale, le cash squeeze, quoi. Donc là, attention à ça. Donc vous remplissez vous-même votre 2044 en annexe de vos impôts sur le revenu. En meublé, c'est le comptable qui le fait, qui fait l'alias fiscal et qui l'envoie pour vous. Attention à l'épuisement du déficit, l'imposition arrive fort, attention au cash squeeze, donc je viens de le dire.
Donc voilà, ça se cumule avec votre TMI, donc augmentation mécanique de vos impôts. Donc plus vous investissez, plus ça va venir se cumuler avec votre TMI, donc attention à ça. Donc la SCI familiale, la SCI allière, elle est transparente avec vos revenus, c'est un outil de transmission. Ça facilite le partage avec vos enfants, ça allège les droits de succession, c'est un outil pour investir sans forcément être membre de la famille. Donc si vous avez des amis ou des copains avec qui vous voulez investir, vous pouvez investir dans une SCI, il faut être 2 minimum, il n'y a pas de maximum. Attention au financement si vous êtes plusieurs, parce que la banque va devoir éplucher tous les dossiers un par un et ça peut mettre un frein à vos investissements. Donc je vous recommande de ne pas non plus être 50 pour investir dans une SCI, quoi. Ensuite, la SCI LIS, on en parlera dans une prochaine vidéo parce que c'est un outil que je trouve absolument incroyable, qui est vraiment méconnu et qui est pourtant très puissant. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc mettez un pouce, ça motivera à faire la vidéo sur la SCI LIS parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire autour de la SCI LIS, c'est vraiment très très intéressant. Donc là, on va parler maintenant du meublé en BIC. Donc je rappelle ce que c'est que les BIC, c'est du bénéfice industriel et commerciaux. Émanent des revenus des indépendants, entreprises individuelles exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Donc les commerçants, typiquement, les artisans, payent le BIC, quoi. Cotisent, c'est le RSI, quoi. Donc là, les loyers comptent charges comprises. Donc là, vous encaissez des loyers charges comprises. Et c'est charges comprises que vous allez déclarer dans votre feuille d'impôt. Cependant, il y a une liste de meubles obligatoires pour pouvoir prétendre de louer en meublé. Ce sont des baux spécifiques qui sont en général de 1 an, mais qui se reconduisent automatiquement d'année en année. Et c'est pas 3 ans comme en location nue. Donc ensuite, vous avez un abattement de 50% quand vous faites votre déclaration. Par exemple, vous déclarez 10 000 € de revenus, charges comprises, mais vous en déclarez que 5 000 aux impôts. Donc c'est quand même déjà plus intéressant qu'en nu. C'est limité à 70 000 € par an, charges incluses. Au-delà, on passe au réel. Donc c'est réintégré à votre TMI, mais par contre, il n'y a pas de charge déductible, quoi. Et vous payez la CSG, évidemment, hein, 17,2. Ça, ils vous oublient pas, les attention. Hein. Donc il n'y a pas de charge déductible, il n'y a pas de travaux, pas d'amortissement, on peut déduire aucune charge. Donc c'est un statut qui est très simple, on remplit une case dans la feuille d'impôt, et c'est tout, quoi. Donc ça, c'est typiquement des gens qui veulent vraiment faire des travaux eux-mêmes et qui veulent pas trop s'enquiquiner à faire la comptabilité comme on va le voir en meublé au réel, et qui veulent faire des choses simples et qui veulent un petit peu optimiser leur fiscalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Et puis il n'y a pas de CFE non plus là-dessus. Ensuite, bon, il y a le meublé au réel. Alors le meublé au réel, pareil, ça va faire l'objet d'une vidéo en entier parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. On va passer dessus très vite, je l'ai déjà préparé, je ferai une autre vidéo là-dessus sur le sujet. C'est extrêmement intéressant, c'est vraiment quelque chose où on va vraiment pouvoir gagner de l'argent dessus, donc on fera une vidéo exprès là-dessus, quoi. Donc ensuite, donc quand vous achetez un bien immobilier, vous avez la possibilité soit de faire des baux meublés, soit des baux nus. Donc là, il est clair que nu au réel, on l'a vu, donc c'est avec les travaux. Microfoncier, c'est la fameuse, là où il n'y a que 15 000 € de revenus à déclarer, quoi, maximum. Et après, on peut faire du meublé BIC, c'est l'abattement avec 50%. Donc on l'appelle aussi micro-BIC, ou meublé au réel avec un comptable en déduisant un maximum de charges. Donc ça, c'est après avec le passage LMP, LMP. Donc tout ça, on le verra dans une autre vidéo, le meublé au réel, parce que c'est très intéressant. S'il y a vraiment quelque chose à faire avec le meublé. Donc ensuite, je voulais vous parler un peu du Pinel dans le neuf. Donc là, Pinel dans le neuf, c'est pas oufissime, mais ça peut être bien dans certains cas de figure. Donc en général, vous signez sur plan chez un promoteur en VFA, donc ça veut dire vente en état futur d'achat. C'est généralement dans des grandes villes, en périphérique des grandes villes. Vous êtes engagé pour 3, 9 ou 12 ans, ça c'est vous qui choisissez. Il y a un zonage pour le plafond des loyers et c'est impossible de revendre durant ce temps-là. Sinon, vous êtes requalifié. Attention, hein, l'État viendra récupérer son argent. Donc il y a un effort d'épargne quand la rentabilité est relativement faible, voire encore moins à Paris. Blocage pour les investissements suivant votre achat ou quand vous allez acheter votre RP parce que ça va crever votre taux d'endettement. Vous savez, les fameux 33%, c'est-à-dire que vu que vous allez manger un peu de comment on appelle ça,
de taux sur les 33%, eh ben, vous allez pouvoir moins investir sur votre résidence principale. Parce que la banque va considérer que vous faites un effort d'épargne et du coup, ils voudront moins vous prêter d'argent pour votre résidence principale. Donc, faire attention à ça. Pour moi, il vaut mieux d'abord acheter votre résidence principale et après acheter du Pinel si jamais vous voulez vraiment en faire. Ensuite, il y a des risques de moins-value après la défisque parce que les gens qui sont dans la même résidence que vous, donc en général, c'est des programmes avec plusieurs lots que le promoteur va vouloir vendre. Donc ça peut être 30, 40, 50, 60, 80 lots à vendre. Et du coup, ils vont tout vendre ça dans la même année. Et du coup, tout le monde va faire la défisque en même temps. Et au bout de 6 ans ou de 9 ans, tout le monde va vouloir vendre ou les gens vont vouloir vendre. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de biens à vendre sur le marché. Donc il y a peut-être des risques de moins-value parce que ça va un peu fausser le marché. Ensuite, il y a un plafonnement des loyers. Vous n'êtes pas libre de fixer votre loyer. Donc ça, c'est pareil. Il y a un barème pour fixer vos loyers. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc c'est des baux en nu. Et vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le Pinel dans le neuf. Hein. Donc pour moi, c'est valable pour un couple marié ou fortement imposé qui ne souhaite pas acheter à court terme. Ou qui ne souhaite pas continuer à investir. Bon, c'est l'archétype de la profession libérale, c'est la cible privilégiée des promoteurs, les CSP+, les cadres, commerçants, artisans, chefs d'entreprise qui qui ont déjà des plannings surbookés, qui n'ont pas envie de faire autre chose et qui veulent juste chercher à défiscaliser et à constituer un petit bout de patrimoine. Donc voilà, c'est valable dans ce cas de figure. Mais il faut faire attention. Après la défisque, c'est évidemment possible de passer sur des baux en meublé. Le gros problème que vous allez avoir, c'est que vu que votre loyer sera très attractif, et ben du coup votre locataire va pas vouloir partir. Donc forcément, ça va être compliqué pour passer en meublé. Donc il va falloir essayer de négocier avec lui. Enfin, ça va pas être simple. Donc bon, c'est un peu compliqué quoi. Il y a des risques de malfaçon aussi chez les constructeurs. Nous on l'a vu à Bordeaux, il y a des balcons qui se sont effondrés au Ginko en 2013. Les appartements deviennent invendables. Il y a des procédures en cours. Les gens ont des étés là, de maçons sur leur balcon, donc c'est pas terrible. Il faut faire attention à tout ça. Par contre, c'est excellent quand on construit de faire du Pinel. Alors, je crois que ça va s'arrêter à la fin de l'année. David de Villa en parle sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, il en parlera mieux que moi. Donc après, on peut parler du dispositif de Normandie. Alors, le dispositif de Normandie, bon, c'est un nouveau dispositif qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus. Bon, c'est une usine à gaz, hein, c'est très spécifique. On appelle ça le Pinel de l'ancien aussi. Moi, je recommande pas. Hein, il y a beaucoup de contraintes. C'est un peu compliqué. C'est pas très attractif. Ensuite, il y a le dispositif ANA, donc possibilité d'avoir des aides pour faire des travaux. Donc là, l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'habitat. Donc là, c'est exclusivement dans l'ancien. Ça permet d'avoir encore plus de réduction d'impôts dans votre 2044. Donc c'est intéressant. Il y a aussi un plafond des loyers en fonction des zones. Donc là, l'astuce, c'est de trouver des zones où le plafond des loyers correspond au loyer qui se pratique sur le secteur. Donc ça, c'est la petite astuce que je peux vous donner. C'est aussi des baux en nu. Et c'est un dispositif qui est assez intéressant. Je connais pas mal de gens qui en ont fait. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt adapté à l'immobilier rural. Donc voilà, c'est intéressant le dispositif ANA. Donc ensuite, je voulais vous parler un petit peu des plus-values en immobilier. Donc au niveau de la résidence principale, on est exonéré de taxes. Donc c'est un des trucs les plus puissants sur la fiscalité française. C'est très utilisé parce que, alors il ne faut pas en faire 50 non plus, mais si vous habitez une résidence principale et que vous faites des travaux dedans et que vous la revendez, vous n'avez pas de taxe sur la plus-value. Et vous allez le voir, la taxe sur la plus-value quand on fait du locatif ou sur une résidence secondaire, c'est assez conséquent. Donc en locatif, la résidence ou en résidence secondaire, la taxation est à hauteur de 36,2% sur la plus-value. Donc c'est énorme, hein. Si vous avez une plus-value de 100 000 euros, vous en donnez 36 000 euros à l'État, c'est beaucoup. Hein. 19% d'IR, plus 17,2% de CSG, CRDS. Donc là, ça pique dur. Hein. Y a quelques cas spécifiques pour être exonéré de plus-value, de taxe sur la plus-value, c'est sur les biens détendus depuis plus de 30 ans. Pour l'impôt sur le revenu, alors il y a un barème, vous irez chercher, faire une petite recherche sur internet, sinon la vidéo va être trop longue, mais il y a un barème, plus vous détenez le bien longtemps, plus ça diminue, et au bout de 30 ans, vous êtes totalement exonéré. Et pour la CSG, si au bout de 22 ans, vous êtes exonéré. Pareil, ça diminue au fil des ans, donc c'est quelques pourcents par an. Donc grosso modo, plus vous détenez un bien longtemps, plus vous êtes exonéré de plus-value. Donc c'est plutôt intéressant, quoi.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de biens pour un prix inférieur ou égal à 15 000 euros pour une personne seule ou 30 000 euros pour un couple sont exonérées aussi de taxes d'habitation. Donc ça, c'est plutôt intéressant, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a d'autres règles spécifiques. Là, c'est pareil, je vais essayer de chercher dans Google. C'est pas les plus intéressantes, mais il y en a d'autres. Donc après, je voulais vous parler un petit peu de l'IFI. Donc ça, c'est encore des taxes qui viennent se rajouter quand vous avez du patrimoine net qui commence à être payé. Donc, par exemple, la location professionnelle n'est pas soumise à l'IFI. Donc le LMP, on le verra dans une prochaine vidéo sur la location meublée, on n'est pas soumis à l'IFI. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut échapper à l'IFI aussi en cédant des biens à ses enfants. Donc c'est des biens qui sont typiquement, vous commencez à avoir un petit peu de patrimoine, vous en léguez à vos enfants, et les enfants les déclarent dans leurs propres revenus, et du coup, ça fait baisser un peu votre plafond, et du coup, vous payez moins d'IFI. Donc l'IFI, pour rappel, c'est de 0 à 800 000, vous ne payez rien, de 800 000 euros à 1,3 million, vous payez 0,5 points, de 1,3 million à 2,5 millions, vous payez 0,7 points. Donc exemple, quand vous avez 1 million de patrimoine net payé, donc c'est dans quelques années, hein, c'est pas tout de suite, hein, vous allez vous retrouver à payer environ 125 euros d'impôts supplémentaires par mois. Donc bon, si vous avez bien investi, vous allez encaisser quand même 7 500 euros d'impôts, de loyer, je veux dire. Donc bon, vous n'êtes pas à 100 euros près, donc c'est pas non plus une taxe non plus énorme, quoi. Ou quand vous êtes à 2 millions, vous avez payé 700 euros de plus d'impôts pour 15 000 euros de loyer encaissé, si vous avez bien investi. Donc bon, c'est quasi indolore, hein. C'est pas sympa, mais bon, voilà. Vous participez à l'effort de guerre ou pas, à l'effort national ou pas, c'est à vous de faire votre propre opinion. Donc là, après, il y a un site dans lequel vous pouvez faire des tests sur votre fiscalité, c'est le site Rendement Locatif. Donc vous rentrez les données de votre projet et vous allez pouvoir faire des choix au niveau de la fiscalité, vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de l'impact que ça a sur votre projet. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller faire des essais dans Rendement Locatif, rentrer vos chiffres pour que vous fassiez une petite idée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un gros pouce en bas de la vidéo. Abonnez-vous, j'en ferai d'autres. Donc je vous ai parlé de la SCI à l'IS et du loueur meublé. Ensuite, posez-moi vos questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.